Bonjour à tous. Donc moi je suis Carole Amsalem, je suis médecin au SAMU 80, je suis aussi responsable du CESU. Et je vais donc débattre avec Isabelle Thomas, je suis cadre de santé au CESU de l'Isère 38. Alors le fait qu'un enseignant en soins d'urgence doive être un soignant de niveau de qualification professionnelle supérieur ou égal à celui des apprenants pose-t-il un problème? On a déjà eu, nous, un problème majeur, c'est de comprendre la question qui nous avait été posée. Et donc on l'a un petit peu mis dans tous les sens. Et puis finalement, on a quand même décidé que non, ça ne posait pas de problème. Parce qu'effectivement, il fallait qu'un enseignant soit un soignant de qualification de niveau égal ou supérieur. Et d'ailleurs, on se demandait même qu'est-ce qui faisait qu'on se posait la question. On ne se pose absolument pas la question pour un professeur de mathématiques au lycée. C'est évident qu'un prof de maths au lycée, il est compétent dans les mathématiques et puis il a un niveau supérieur à celui auquel il va faire cours. On ne se pose pas la question pour un enseignant de l'IFSI, savoir si oui ou non l'enseignant de l'IFSI est infirmier et qui va faire un cours à des étudiants en soins infirmiers. Alors pourquoi est-ce qu'on se poserait la question pour un enseignant en soins d'urgence? Et puis un enseignant en soins d'urgence, ça n'est pas uniquement un enseignant de CESU. Un enseignant en soins d'urgence, c'est quelqu'un qui va être amené à faire beaucoup de choses. Alors, cet enseignant, il va former des personnels des établissements de santé en formation dite continue, c'est-à-dire en réactualisation de connaissances. Il va former aussi en formation initiale. Alors, formation initiale, ça évoque aujourd'hui AFGSU pour beaucoup, et c'est normal, puisque pour obtenir les diplômes d'État pour les auxiliaires médicaux, actuellement, il faut obtenir cet AFGSU. Mais il faut penser aussi que dans le cursus de tous ces étudiants, que ce soit dans des instituts d'auxiliaires médicaux ou les universités, il y a beaucoup de modules qu'on peut traiter dans les CESU par les enseignants de soins d'urgence relatifs à ces soins d'urgence et qui ne sont pas forcément attestés par cette fameuse attestation. Donc nous parlons bien de soins d'urgence en général. Donc pour ces formations initiales, et puis pour tous les étudiants, donc quels qu'ils soient, qui passent dans des stages hospitaliers, aux urgences, en réa, en pré-hospit, en SMUR, etc. Comme je vous le disais, les soins d'urgence, pas que l'AFGSU, c'est-à-dire toutes les autres formations, et je suis bien certaine que dans vos différents CESU, vous diversifiez toutes ces formations et vous vous adaptez à tous ces cursus et à tous ces stagiaires qui passent dans vos centres de formation. Donc, pourquoi est-ce qu'on forme aux soins d'urgence? Eh bien, pour que ces personnels, donc ces professionnels qui sont formés dans les établissements de santé, puissent prendre en charge un patient. C'est bien de patients dont on parle, qui présentent une urgence vitale ou non, et aussi pour améliorer les données de santé publique. En fait, cette prise en charge, elle est effectivement seule au départ, et ensuite en équipe. Et toute cette formation est faite autour d'abord seule, et ensuite en équipe pluridisciplinaire, bien sûr. Alors on pourrait se poser la question de savoir comment un enseignant forme aux soins d'urgence. Et qu'est-ce qui fait que cet enseignant, il doit être de niveau égal ou supérieur? D'abord, il faut développer le fait qu'un enseignant en soins d'urgence, il doit avoir une double compétence. Une compétence en pratique de soins d'urgence et en pédagogie. Je vais m'attacher là à cette compétence en pratique de soins d'urgence et qu'est-ce qui fait qu'à nos sens, un enseignant doit avoir au minimum un niveau égal, voire supérieur. D'abord, cet enseignant, et on a bien vu avec M. Tardif tout à l'heure, mais en dehors de M. Tardif, qui est le pape, effectivement, de la formation et de savoir comment est-ce qu'on peut arriver à former correctement les gens qu'on a dans nos CESU. Mais il y a Claire Marchand aussi, qui a beaucoup travaillé sur comment réussir les transferts de compétences en médecine d'urgence. Cet enseignant, il doit avoir obligatoirement cette
nécessité de tenir compte des référentiels de compétences des différents acteurs qu'il va former. Il va falloir aussi qu'ils tiennent compte des expériences professionnelles des soignants. Parce que même en formation initiale ou en formation continue, les gens ont des expériences, ont des choses qu'ils ont déjà acquis ailleurs que dans nos CESU, et il va falloir en tenir compte. Et puis, il va falloir aussi qu'ils tiennent compte des contraintes et des ressources des milieux professionnels. Ça veut donc dire que le professionnel qui va faire de l'enseignement, il doit donc être un professionnel de santé qui connaît les référentiels, qui connaît donc la réglementation. Quoi de mieux, effectivement, pour un enseignement qu'il y ait un professionnel ambulancier qui parle à des professionnels ambulanciers. Quoi de mieux qu'un infirmier parle à des infirmiers parce qu'il connaît parfaitement la réglementation, il connaît effectivement les tenants et les aboutissants, les contraintes d'un métier. Et ça, c'est une valeur qui est énorme, on en reparlera plus tard. Et puis, le fait de posséder une expérience dans le domaine crée des liens très très forts dans l'apport de connaissances qu'il va pouvoir faire et va permettre la projection de l'apprenant vers effectivement une situation qui va pouvoir être nouvelle pour lui dans ses apprentissages. Enfin, il va falloir qu'il différencie, alors plutôt que de différencier, il va falloir qu'il adapte le message pédagogique en fonction du public. Ça veut dire que, en fonction de qui on a en face, il va falloir donner l'information. Mais il va falloir le donner une information en fonction des connaissances des uns et des autres. L'infarctus du myocarde, c'est le même pour tout le monde. À part que les explications physiologiques, anatomiques et les incidences physiques, il va falloir les expliquer, qu'elles soient adaptées aux gens conformes. Et que le message qui soit délivré soit un message qui soit en lien avec les connaissances des gens. Et non pas un apprentissage qui sera plaqué avec des mots savants et qui ne mettront pas en lien les connaissances antérieures. Donc un enseignant, il a la double compétence de pratique en soins d'urgence, c'est ce qui va lui donner une crédibilité, et une compétence aussi pédagogique. Et donc cette compétence pédagogique qui donc va être une pédagogie active, centrée sur l'apprenant, qui va permettre donc... J'ai perdu mon truc. Excusez-moi. Donc cette pédagogie active centrée sur l'apprenant qui prend tout son sens dans cet enseignement en créant des liens, donc, comme le disait Carole, entre les connaissances anatomo-physio-pathologiques et la clinique, et en repérant, en analysant donc les erreurs et les connaissances justes, en proposant des stratégies d'amélioration des pratiques et en renforçant les connaissances qui sont justes. C'est de toute façon une pédagogie qui est centrée sur l'apprenant, parce que quand on a un enseignement à faire et qu'on doit analyser dans les pratiques les choses justes, c'est plutôt facile. Mais quand on doit analyser et repérer chez les apprenants des connaissances qui sont erronées, il va falloir mettre tout son talent pour qu'effectivement le message passe et que celui qui est en face et à qui on doit effectivement déconstruire des méconnaissances, il va falloir qu'il accepte lui-même ces méconnaissances. Et que vous allez rire, mais intimement, un infirmier aura beaucoup de mal à accepter des corrections qui sont faites par un ambulancier. À l'inverse, un ambulancier aura beaucoup de difficultés à accepter des remarques de la part d'un permanencier, etc., etc. Parce que ça rentre dans la logique des choses et que ça rentre dans une représentation qu'on peut effectivement avoir de l'enseignant. Alors, on a dit que c'était une pédagogie qui était active, qui était centrée sur l'apprenant, et on va mettre tout en lien pour qu'effectivement, on crée des mises en lien des connaissances antérieures et on va utiliser toutes les techniques possibles et inimaginables. Voilà. Et entre autres, donc, dans la pédagogie de découverte, de la méthode interrogative, des résolutions de problèmes, des essais-erreurs, des apprentissages par problème, etc., de la simulation, des études de cas, de l'apprentissage au raisonnement clinique, et je pense que la liste n'est pas exhaustive, bien sûr. Par contre, nous utiliserons la démonstration seulement en synthèse et nous n'utiliserons pas une méthode démonstrative.
En effet, cette méthode démonstrative a fait la preuve de son inefficacité, ce depuis des années. Toutes les méthodes de scorisme sur lesquelles cette pédagogie était basée ont fait vraiment preuve de fait que les gens n'étaient pas derrière capables d'utiliser les connaissances apprises sur le plan démonstratif. Les dernières études qui sont sorties et qui comparaient la TLS et les méthodes utilisées dans la TLS, très récemment encore, prouvent qu'il n'y a aucune rétention d'informations sur le long terme. Or, nous, on est là pour former des professionnels en soins d'urgence, des collègues qui soient effectivement infirmiers, ambulanciers, aides-soignants et pharmaciens, kinés, enfin, on en forme beaucoup des gens. Il va falloir que d'ici quelques années, effectivement, ils soient capables de prendre en charge une urgence. Alors, qu'est-ce qui va faciliter, quelles sont les relations qui vont faciliter la rétention aux soins d'urgence et qu'est-ce qui fait que le niveau doit être effectivement supérieur ou égal? Tout simplement pour l'apprenant, il a besoin, pour faciliter cette acquisition, et je ne vous parlerai pas des différentes simulations qu'il va falloir faire avec différentes mises en situation, parce que ça, il y a des ateliers pour ça demain. Là, on ne parle vraiment que du fait d'avoir une qualification équivalente ou supérieure. Pour l'apprenant, ce qui est important, c'est d'avoir un modèle de rôle. C'est-à-dire, ce modèle de rôle, ça va être celui dans lequel moi, apprenant, je vais être capable de m'identifier et me projeter dans mon avenir. C'est-à-dire que face à une situation d'urgence, celui qui est en train de me faire cours, qui a le même niveau que moi, je vais être capable de m'identifier à lui, de me projeter dans l'action qu'il est en train de mener, et je vais donc pouvoir me dire, si lui y arrive, moi je vais y arriver. C'est exactement la même chose de l'apprentissage par impair, qui vient davantage de M. Bandura. Alors c'est des gens qui ont beaucoup travaillé là-dessus, et surtout tout ce qui était... apprentissage, alors je vais dire deux gros mots, ça ne va pas être super long, je vous le promets, j'explique juste derrière. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage socio-cognitif. Alors, c'est énorme comme truc, mais enfin bon, ça veut dire quand même ce que ça veut dire, c'est que les recherches ont prouvé que quand c'était quelqu'un qui faisait partie de la même école que nous, la même qualification que nous, et que celui-là était capable de nous délivrer un message avec évidemment une qualification qui est, avec un message qui est celui de l'urgence, c'était évident qu'il y avait beaucoup plus de facilité à transmettre une information que si c'était quelqu'un qui n'était pas de chez nous, en gros. Voilà. Et puis, la légitimité qu'a l'apprenant à voir un enseignant qui est effectivement féru de médecine d'urgence, ça permettait une meilleure rétention au niveau des soins d'urgence. Effectivement, on se reconnaît dans celui qui enseigne. On accepte plus facilement ses observations, on accepte plus facilement ses corrections, ses remédiations. Et puis, on pense qu'il est légitime parce que, d'abord, il sait. Il est crédible aussi parce qu'il soigne et qu'il est capable de dire que, oui, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça que moi je pratique, et donc, c'est plus acceptable quand c'est quelqu'un qui a le même niveau. Alors, il y a un auteur qui a écrit que la présence de l'enseignant ne se justifie que par la présence des apprenants. C'est sûr que s'il n'y a personne qui doit prendre, il n'y a pas d'enseignant. C'est logique. À côté de ça, il dit aussi que la présence de l'enseignant se légitime parce que l'un doit représenter le savoir. Et que quand on va en cours, quand on va dans un CESU, on est là pour apprendre quelque chose. Et qu'on va effectivement chercher chez l'autre un nouveau savoir, une nouvelle compétence. C'est ça notre objectif. Et que, quoi de mieux que d'aller chercher cette nouvelle compétence chez quelqu'un qui est comme nous? C'est ce qui va faire la force du message. C'est ce qu'on peut appeler le contrat didactique aussi. Le contrat didactique, c'est celui qui fait qu'effectivement, il y a quelque chose qui me lie entre l'apprenant et le sachant. C'est le fait que moi, je suis sachant, lui, il est apprenant, et que tous les deux, on doit tout mettre en œuvre ensemble pour arriver au fait qu'il y ait effectivement une transmission de compétences. Et puis, il y en a plein d'autres, donc Bandura, dont je vous parlais tout à l'heure, qui ont parlé de l'apprentissage par impair, l'apprentissage socio-cognitif, qui fait que ça a une importance majeure. Alors, ça, c'est le côté apprenant, mais il y a aussi l'enseignant. Je veux dire, l'enseignant, il doit aussi se sentir à l'aise de qui il est par rapport aux gens qu'il forme. Et que on peut retrouver exactement les mêmes problématiques que pour l'apprenant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que l'enseignant se sente légitime à enseigner.
Je vous rappelle qu'on est dans la pédagogie active, qui est centrée sur l'apprenant, qui est centrée sur l'analyse des connaissances antérieures. Parce que si on parle là de démonstration, le problème, il est réglé. Il y a bien des gens ici qui ont été formés, avec tout le respect que je leur dois, par un boucher au geste au PSC1. Mais c'était de la démonstration. Là, on est dans la construction de savoir. On est dans la construction de quelque chose qui fait que, sur le long terme, il va y avoir une rétention et que, sur le long terme, les gens vont être en capacité d'agir. Ça veut donc dire que moi, enseignant, il faut que je me sente légitime à ça. Il faut que je me sente légitime à pouvoir corriger les choses qui sont fausses. Il faut que je me sente légitime pour valider les choses aussi. Parce que quand il y a des conduites à tenir, quand il y a des idées qui sont bonnes, il faut aussi pouvoir les valider et avoir la présence d'esprit de dire oui, ça, je le relève en tant que juste. Ou alors, il faut qu'on revienne sur ce sujet parce que ça, c'est faux. Donc, beaucoup de Canadiens ont travaillé là-dessus, M. Tardif qu'on a entendu tout à l'heure, mais aussi Martine Chamberlain, qui disait que l'enseignant clinicien, on parle bien là de l'enseignant, il doit avoir développé et intégré des connaissances relatives à l'ensemble des compétences, c'est-à-dire l'ensemble de sa profession, qu'il doit les appliquer dans sa pratique et dans la clinique quotidienne. Et pour pouvoir le faire dans la pratique, il faut pouvoir le faire aussi et pouvoir l'expliciter aux gens qu'on a en formation. Alors Christine Amirati dit l'enseignement sert aux soins, le soin sert à l'enseignement, mais c'est vrai. Alors voilà, ça c'est ce qu'on pense, mais on s'est dit peut-être que nous on se plante. Peut-être que nous, on pense que l'enseignant, il faut qu'il soit de niveau égal ou supérieur. On a posé la question. Alors, on a pris 20 personnes qui passaient dans un diplôme universitaire, voilà, on leur a posé la question. Et puis, on a pris 20 formateurs GSU ou en voie de le devenir, et on leur a posé la question. Et puis, finalement, les réponses, elles étaient un peu les mêmes. Je vais vous les laisser découvrir. Ça, c'était à propos de la médecine, de la pratique des soins d'urgence. Alors, j'ai mis en noir les gens qui étaient... comment ça s'appelle, en formation de formateurs GSU, et puis en bleu, ceux qui faisaient un DIU. Alors on peut se dire, dis donc, le même niveau, mais les remarques sont les mêmes. Voilà. Effectivement, le message passe mieux parce que c'est quelqu'un de terrain, c'est pertinent et cohérent dans les propos quand le formateur est de terrain, c'est évident, c'est évident. Mais avant d'être de terrain, il y a des gens qui disent, bah ouais, mais quand même, un formateur c'est mieux, ça passe mieux que quand il est comme nous. C'est-à-dire qu'on est capable de s'identifier, ça c'est important. Ils disent aussi que la facilité de trouver des situations qui sont compatibles avec les objectifs visés. Qui mieux qu'une infirmière, c'est quelles sont les contraintes d'un infirmier. Alors oui, un médecin, il connaît les contraintes d'un infirmier en SMUR, puisqu'on travaille ensemble. Mais ça n'empêche. Un ambulancier, il les connaît les contraintes. Il va connaître les contraintes extérieures. Mais la contrainte de la veine qui ne gonfle pas, il ne les connaît pas. C'est complémentaire tout ça, évidemment. Mais c'est pour ça que nous, on pense, et alors, à propos de la pédagogie, c'est pareil, hein, il faut qu'on puisse utiliser une dynamique qui est correcte par rapport à ça. Mais c'est la raison pour laquelle, et pour toutes ces raisons, qu'on pense que oui, un enseignant doit être un soignant de qualification et de niveau égal ou supérieur. Et qui est toujours une situation d'incertitude. C'est pas. On va laisser ça, c'est la méthode Coué, comme ça, le lire plus souvent, vous allez pouvoir... Ouais. Vous le lisez tous